Il est 20h, merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal L'actualité en titre. Depuis le 12 janvier dernier, la composition du gouvernement est connue et tous attendaient ce moment pour connaître les priorités et les grands chantiers du Premier ministre Paul Kabatieba. Hier, le Premier ministre a procédé à la déclaration de politique générale. Retour sur les projets phares dans ce journal. Ayant obtenu le quitus de 72 députés, la déclaration du Premier ministre est diversement appréciée par les représentants du peuple burkinabé. Nous parlerons également de santé avec la lutte contre les mutilations génitales féminines aux lourdes conséquences. Face au drame du 15 janvier dernier et à l'attaque de multiples brigades de gendarmerie, la question sécuritaire plus qu'une préoccupation gouvernementale, elle préoccupe l'ensemble des Burkinabés. Hier, face aux députés de l'Assemblée nationale, Paul Kabatieba a présenté les grands axes de la sécurité. Cheikh Omar Bandaogo. Le 6 janvier dernier, quand Paul Kabatieba prenait acte de sa nomination au poste de Premier ministre du Burkina Faso, il n'ignorait pas que ce pays faisait face à un important défi sécuritaire. Un défi sécuritaire marqué par la recrudescence du grand banditisme. Mais d'autres volets allaient se greffer à cette question déjà importante, le terrorisme et le retour de certains éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. L'intégrité du territoire est alors menacée. Le vendredi 15 janvier 2016, le Burkina est secoué par des attaques terroristes qui font plus d'une trentaine de morts. Mais Paul Kabatieba, lors de sa déclaration de politique générale ce 5 février, a montré sa volonté d'adapter sa politique aux réalités du moment. Dans ce sens, mon gouvernement organisera des assises nationales sur la sécurité en vue de formuler une politique et une stratégie nationale de sécurité intérieure reposant sur l'adhésion des populations et l'étroite collaboration des pays de la sous-région. Pour ce qui est de la question des éléments récalcitrants de l'ex-RSP, c'est sur la réforme de l'armée entreprise sous la transition que le Premier ministre et son gouvernement devront s'appesantir. Pour garantir le caractère républicain de nos forces de défense et de sécurité, le gouvernement entend renforcer significativement leurs capacités opérationnelles afin qu'elles puissent assurer avec efficacité la défense de l'intégrité du territoire national et qu'elles participent activement aux actions de développement. À ce titre, le gouvernement annoncera une loi de programmation militaire sur la durée du quinquennat en vue de doter nos forces de défense et de sécurité des moyens appropriés pour assurer l'intégrité territoriale et la sécurité des biens et des personnes. Plusieurs autres domaines de sa gouvernance ont été évoqués devant les élus de la nation. Une déclaration qui, au finish, aura convaincu 72 députés et laissé 53 autres perplexes qui se sont abstenus de voter. Après l'insurrection populaire, le coup d'État du 16 septembre dernier, la soif de justice des Burkinabés est plus qu'immense. Dossier de crimes de sang, de crimes économiques, un grand cru qui ne saurait être dégusté sans plusieurs aménagements. Ibrahim Zongo pour le point de la justice dans la déclaration de politique générale de Paul Kabatieba. S'il y a un aspect sur lequel la politique du gouvernement Tieba compte s'appuyer comme premier pilier, c'est bien la justice qui, on le sait bien, a connu toutes sortes de soubresauts et qui aujourd'hui doit refléter l'image de la rupture. Pour atteindre cet idéal, le gouvernement de Paul Kabatieba entend inscrire en point d'honneur 4 éléments. Ce sont notamment la lutte contre la corruption, le respect de l'égalité des citoyens devant la loi, l'efficacité de l'institution judiciaire et le rapprochement de la justice du justiciable. Concernant l'institution judiciaire elle-même et son efficacité, le gouvernement entend se référer aux recommandations du Pacte national pour le renouveau de la justice. Le Premier ministre à ce niveau soutient la relecture prochaine du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi relative au statut de la magistrature. La lutte contre l'injustice fondée sur la fraude et la corruption, selon la vision de Sem Tieba, passe par le principe de ce qu'il appelle la tolérance zéro. Les dispositions seront prises pour assurer la formation adéquate des magistrats, mettre en place des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières, améliorer le dispositif législatif relatif à la lutte contre la corruption et la fraude, renforcer les capacités de l'autorité supérieure de contrôle de l'État
et de la lutte contre la corruption. Et veiller à ce que l'exemplarité au niveau du gouvernement et de la haute administration soit de mise. Ainsi, Paul Kabatieba peut mettre sa politique générale en marche étant donné que les élus nationaux lui ont accordé leur confiance. La traque envers les fonctionnaires indélicats sera une des priorités du gouvernement Thiéba. La méritocratie sera érigée dorénavant comme ligne conductrice avec en fond l'institution de la culture de résultat. Le volet administration de la déclaration de politique générale avec Hassan Nakrou. L'assainissement de l'administration publique, tel est l'objectif du Premier ministre Paul Kabatieba. Désormais, les partisans du moindre effort n'auront plus d'excuses car chaque agent de la fonction publique sera évalué et sera sanctionné par une note. Ceci parce que la vision du gouvernement, c'est de créer des conditions pour une meilleure coordination du développement. Sur le plan de la gouvernance administrative, notre objectif est de créer les conditions d'une meilleure coordination du développement. L'efficacité de l'action gouvernementale se conjugue avec une administration qui garantit la justice sociale pour tous. Plus de négociations pour l'occupation d'un poste non mérité dans l'administration publique. C'est le défi du chef de gouvernement dans son action de développement. Une initiative soutenue par le président du Faso a laissé entendre le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est l'orientation que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, entend donner dans la conduite des affaires de l'État. Toujours dans l'optique d'assainir cette administration, l'obligation de résultat et de rendre compte sera désormais effective. C'est pourquoi l'institutionnalisation de la culture du résultat et de l'obligation de rendre compte sera un des principes fondateurs de mon gouvernement. La bonne gouvernance passe nécessairement par une bonne gestion de l'administration publique et c'est pourquoi il est évident que pour bâtir un développement durable, il faut instaurer la culture d'une bonne gestion à tous les secteurs de croissance économique. Et après 2 années rythmées de crise, la situation économique du Burkina n'est guère reluisante. Pour y remédier, la réduction du train de vie de l'État, la lutte contre la fraude fiscale seront des priorités pour le gouvernement afin de susciter la relance économique. Viviane Bama avec la voix d'Ibrahim Zango. Troisième pilier de la politique générale du Premier ministre, pour le premier quinquennat du président Roch-Marc Christian Kaboré, l'économie est l'une des priorités du nouveau gouvernement. Le Premier ministre a annoncé une batterie de mesures à même de favoriser un climat propice aux affaires. Des mesures de réduction du train de vie de l'État seront immédiatement mises en œuvre. L'informatisation des services fiscaux pour accroître significativement la productivité des services opérationnels et lutter contre la fraude fiscale. Le gouvernement entamera, sous le contrôle du Premier ministère, les réformes nécessaires pour créer un environnement propice au développement du secteur privé et faciliter l'intégration des entreprises au marché intérieur et extérieur. Ces mesures viseront à aligner le climat des affaires du Burkina sur les bonnes pratiques internationales, les meilleurs standards, de manière à ce que notre pays figure dans le top 10 du classement africain. Homme averti en la matière, le Premier ministre a expliqué aux parlementaires les différents points de sa politique économique. Le Burkina Faso est un pays riche. Nous avons des ressources naturelles dans l'agriculture. Nous avons des ressources naturelles dans l'élevage. Il y a des potentialités énormes. Ce qu'il manque, c'est le savoir-faire. C'est tout. Ce qu'il manque, c'est les infrastructures. Et l'État va jouer son rôle. L'État va mettre en place des infrastructures pour former la jeunesse. L'État va créer des infrastructures pour les routes, etc. Outre la création d'emplois, le gouvernement compte mettre en place des structures bancaires et financières, des stratégies parmi tant d'autres pour booster et relancer l'économie burkinabé afin de remettre le pays sur les rails au bout des 5 années du premier mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré.
Le désenclavement du territoire n'a pas été occulté hier à l'Assemblée nationale. Selon le Premier ministre, la consolidation et le développement du réseau routier sera une réalité au cours du quinquennat avec la réalisation de 5000 km de pistes rurales, la construction de 2 échangeurs dans la ville de Bobo-Dioulasso et le lancement de la construction de l'autoroute Ouaga-Frontière-Côte d'Ivoire en 2016. Ibrahim Zango. Troisième pilier de la politique générale du Premier ministre. Un autre aspect qui est d'une importance particulière, le désenclavement du pays et la sécurité routière. Économiste avisé, Paul Kabatieba reste convaincu que la route du développement économique passe par le développement de la route. Pour ce faire, il s'agira pour nous de travailler à la consolidation et le développement du réseau ainsi que l'amélioration de la gestion du patrimoine routier. L'amélioration des conditions de transit sur les principaux corridors extrêmement de Burkina Faso, l'amélioration continue des services de transport et le renforcement de la compétitivité de l'industrie du transport routier de personnes et de marchandises. La mise à niveau et le désenclavement des infrastructures de transport rural, ainsi que l'amélioration de l'accès des populations aux moyens intermédiaires de transport. Ainsi, mon gouvernement réalisera dans les 5 prochaines années 5000 km de pistes rurales, dont 1000 km d'aide de service. La fluidité et la mobilité du trafic interurbain seront également de mise, a annoncé Paul Kabatieba. Singulièrement pour les 2 capitales politiques et économiques, la fluidité du transport sera assurée à travers le renforcement des actions de mise à niveau, d'entretien et d'extension du réseau routier urbain. Le parachèvement du projet Échangeur du Nord et la mise en œuvre du projet de construction de l'échangeur rond-point de la place d'Ababambo en liaison avec les déplacements des activités de l'aéroport de Ouaga à Dorsen. La construction de 2 échangeurs dans la ville de Bobo-Dioulasso. La réalisation d'une étude de faisabilité de la construction d'une ligne de tramway et le renforcement des capacités de la sous-trafic. Le Premier ministre a aussi annoncé, en plus du démarrage de la construction de l'autoroute Ouaga-Frontière de la Côte d'Ivoire en 2016, une batterie d'études visant à améliorer la fluidité du trafic international partant de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso aux 5 autres frontières du pays. Le consommant burkinabé a été mis en avant dans le cadre de l'agriculture dans la déclaration d'hier de Paul Kabatieba. En 5 ans, le gouvernement compte aménager 25 000 hectares de terre et œuvrer à la promotion de l'agro-industrie et à la sécurisation foncière. Joël Zundi. L'agriculture occupe 80% de la population et est l'un des principaux vecteurs de croissance de l'économie. Le gouvernement burkinabé se fixe pour ambition d'augmenter les potentialités de production à l'horizon 2020 en renforçant les capacités productives des agriculteurs afin d'accroître la résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour augmenter la disponibilité alimentaire et les revenus des producteurs agricoles, le Premier ministre Paul Kabatieba propose l'organisation et la professionnalisation des acteurs, l'amélioration de la production, de la productivité des espèces et la transformation commercialisation. Troisièmement, la promotion de l'agro-industrie pour transformer les produits avec un accent particulier sur les petites entreprises rurales. Mon gouvernement procédera à l'aménagement de 25 000 hectares de petits périmètres. Le gouvernement créera en partenariat public-privé 2 unités de montage de tracteurs et de motoculteurs d'ici 2017. Au vu des nombreux conflits agriculteurs-éleveurs, la sécurisation foncière en milieu rural est aussi une priorité du gouvernement burkinabé. La sécurisation foncière en milieu rural sera renforcée grâce aux mesures qui seront prises pour garantir l'effectivité de l'application de l'application des textes et de la loi sur le foncier. Pour la professionnalisation du secteur de l'agriculture, afin de gagner le combat pour la sécurisation alimentaire, le Premier ministre mise sur la création d'écoles et de lycées agricoles. Dans le cadre du combat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le gouvernement mettra en place dans toutes les régions et dans les provinces structurellement déficitaires des entrepôts et des magasins de stockage tout en assurant la mise à réseau avec les stocks privés.
La promotion des normes de qualité des produits agricoles, l'accroissement des revenus des producteurs et la promotion de la consommation des produits locaux sont aussi les leviers sur lesquels Paul Thiéba a promis actionner pour booster l'économie et le développement de l'agriculture au pays des hommes intègres. 2 heures durant, Paul Kabatieba a bataillé afin de convaincre les députés de la mise en œuvre de la vision de son gouvernement pour le développement du Burkina. Seuls 72 députés lui ont accordé leur quitus. Quant aux abstentionnistes, ils attendent de voir le gouvernement à l'œuvre avant une quelconque appréciation. Les radons Philippe Ada. Déclaration de politique générale de plus de 2 heures. Face à la représentation nationale, le Premier ministre burkinabé a sacrifié à cette tradition consacrée par l'article 63 de la Constitution sous le regard des députés à majorité acquis à sa cause. Nous sommes en droit d'apporter notre quitus parce qu'il ne sort pas en dehors du programme qui a été construit par le président. Donc c'est vous dire que, en tout cas, nous avons donné notre quitus et nous avons opté de l'accompagner dans son programme de gouvernement. Nous nous retrouvons totalement dans cette déclaration. Les questions qui sont posées, c'est des questions qui devraient nous permettre de mieux approfondir certains aspects de cette déclaration. Étant entendu, même s'il n'y a pas un temps qui a été imparti pour cette déclaration, il va sans dire qu'il y a des limites objectives qui font que le Premier ministre n'a pas la possibilité d'entrer dans les détails sur toutes les questions. Un pari réussi pour Paul Kabatieba, qui a reçu le quitus de 72 députés sur 125 pour continuer son action à la tête du gouvernement burkinabé. L'Assemblée nationale donc prend acte de votre investiture comme Premier ministre du Burkina Faso. Nous allons ainsi décider. Mais 53 députés par un vote d'abstention veulent apprécier le Premier ministre à la tâche. L'abstention, ce n'est pas un refus. L'abstention, c'est une forme de dire nous ne nous opposons pas à ce que vous allez faire, mais nous souhaitons suivre et voir comment vous allez le faire pour pouvoir mieux jauger les activités qui seront. Qu'à cela ne tienne, cet exercice aura permis au Premier ministre Paul Kabatieba de dévoiler la stratégie de son gouvernement pour booster le développement au Burkina Faso. Communiqué de la Commission électorale nationale indépendante sur la délivrance de duplicata de la carte d'électeur. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, informe les électeurs qui ont perdu leur carte d'électeur qu'ils peuvent se faire délivrer un duplicata en se présentant à la CENI ou dans ses démembrements, muni d'une demande de duplicata et de la pièce ayant servi à l'établissement de la carte acte de naissance, jugement supplétif en tenant lieu au bulletin de naissance au CNIB. Les demandes de duplicata sont reçues au siège de la CENI et dans les CECI et CEIA du 20 au 29 février 2016. Passé ce délai, aucune demande ne sera acceptée au regard des impératifs d'édition et de publication des listes électorales. Pour le président et par délégation, le secrétaire général Draman Ernest Diarra, commandeur de l'ordre national. Et concernant la demande de transfert, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe toutes les personnes autorisées par la loi à demander un transfert de leur lieu de vote et qui désirent effectivement le faire à se présenter à la CENI ou dans ses démembrements munis d'une demande de transfert. Sont autorisés à formuler des demandes de transfert les fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics et privés mutés ou admis à faire valoir leur droit à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de leur retraite. Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale lorsqu'ils changent de domicile. Les demandes doivent comporter les pièces suivantes: les justificatifs de mutation ou d'admission à la retraite, décision d'affectation, décision de mise à la retraite, toute pièce justificative du changement de domicile, les certificats de résidence, anciens
anciens et nouveaux, la carte d'électeur ou la photocopie de la carte d'électeur. Aucune demande ne respectant les conditions ci-dessus ne seront reçues. Pour le président et par délégation, le secrétaire général Draman Ernest Tiara, commandeur de l'ordre national. Autre information dans ce 20h. Aujourd'hui, 6 février, c'est la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Rite traditionnel, la pratique de l'excision a de nombreuses conséquences. Ensemble, disons non à l'excision en suivant ce reportage de Viviane Pama avec la voix de Lougué Mouniratou. Définie comme une mutilation génitale féminine, l'excision est une pratique ancestrale pratiquée sur des jeunes filles de différents âges en Afrique et dans plusieurs sociétés du monde. Consistant à l'ablation du clitoris et de certaines parties génitales de la femme, la pratique de l'excision comporte des séquelles multiples allant de la frigidité à la mort. Au Burkina Faso, la moyenne de personnes touchées était de 49,5% pour toutes les tranches d'âge confondues, selon le rapport du réseau des femmes parlementaires en 2014. Pour lutter contre cette pratique, le Burkina a créé le 18 mai 1990 un comité national de lutte contre la pratique de l'excision, CNLPE. Son rôle, promouvoir l'élimination de la pratique de l'excision. Assurer le leadership sur le plan national en matière de promotion de l'élimination de la pratique de l'excision. Prévenir la pratique de l'excision sur les femmes et les filles non encore excisées et spécialement sur celles de 0 à 15 ans. Promouvoir l'application effective de la loi réprimant les mutilations génitales féminines. Rendre accessible la prise en charge des séquelles de l'excision aux femmes qui en sont porteuses afin qu'elles puissent bénéficier d'une réparation. Décentralisé dans les 45 provinces, le comité mène des actions de sensibilisation et de plaidoyer. À cela s'ajoutent des textes et lois réprimant la pratique de l'excision. À ce titre, on retient les articles 380, 381, 382 du Code pénal burkinabé. Ces lois prévoient des peines d'emprisonnement allant de 6 mois à 10 ans et d'une amende de 50 000 à 900 000 francs CFA. Après de nombreuses années, la lutte contre la pratique de l'excision aura permis de faire des avancées significatives. On pourra citer entre autres la prise de conscience grandissante des populations sur les méfaits de cette pratique, l'implication de certaines autorités et des artistes pour éradiquer le fléau, une tendance à la baisse du taux de prévalence observée chez les filles de moins de 10 ans, ou encore le fonctionnement de 2 mini-blocs opératoires qui aura permis la réparation de 700 cas de séquelles d'excision. Mais loin d'avoir été éradiquée, l'excision continue de faire des victimes à travers le Burkina. La police nationale arrêtait une exciseuse dans la province du Poni le 3 septembre 2015. Cette dernière venait d'exciser 9 jeunes filles de 5 à 14 ans. Fortement impliquées dans la lutte, les différentes structures et associations continuent de lutter à travers la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines afin d'éradiquer à jamais la pratique de l'excision au Burkina. Et si aujourd'hui on dit non aux mutilations génitales féminines, sachez que ce jour est également consacré à la journée sans téléphone. Avec en majorité 3 téléphones, les citoyens burkinabés indiquent ne plus être capables de se passer de leur téléphone qui, plus qu'un outil de travail, est assimilé à un organe du corps humain. Cheikh Omar Bandaougou. Le 6 février est depuis 2001 la journée mondiale sans téléphone mobile. À partir de 2004, elle s'étalera sur 3 jours allant du 6 au 8 février. Le téléphone mobile au Burkina Faso ne sera une effectivité qu'à partir du moment où l'Occident tentera de s'en passer une journée durant. Une journée sans son téléphone mobile, pour Nom de Ouagalais, il n'est pas question. Et les raisons, ce n'est pas ce qui manque. C'est compliqué pour quelqu'un de passer toute une journée sans son téléphone. Et pourquoi? Parce que pratiquement tout se passe avec le téléphone. Il faut être joignable à tout moment parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et également avec la connexion Internet, l'information passe également très vite. Nous, on ne peut plus faire une journée sans notre téléphone portable. Le téléphone portable, c'est comme un outil de travail. Chaque jour, si nous-mêmes on n'a pas ça à main, on ne sent même pas que nous on vit. Le téléphone est devenu notre... C'est comme une autre planche de vie. Vraiment, nous, on ne peut plus vivre sans le téléphone portable. Ne serait-ce que 10 minutes durant. Si on l'oublie à quelque part, il faut retourner le chercher. C'est ça notre outil de travail.
Dur de trouver des personnes qui acceptent de se séparer de leurs compagnons de tous les jours, compagnons qu'ils ont adoptés il y a de cela un peu plus d'une dizaine d'années. Malgré ce temps quelque peu long pour créer une dépendance, certains arrivent à s'en passer, mais c'est avec le cœur serré pour d'autres. Oui, je peux, physiquement, je peux laisser mon téléphone, je peux décider de ne pas l'avoir toute une journée. Mais c'est pas facile, c'est difficile. Oui, si, il est arrivé que je passe une journée sans téléphone, mais souvent, c'est parce que je suis obligé de le faire. Oui, sans problème. En fait, entre-temps, il y a des jours même où si je n'ai pas besoin d'être dérangé là, je coupe mon téléphone, je passe une journée. Et je vous assure que si tu fais l'expérience, tu vas voir que c'est merveilleux. Depuis 2002, les ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables sont classées comme agents cancérogènes possibles. Et cela touche le cerveau en particulier. Les enfants et les adolescents seraient les cibles les plus vulnérables au rayonnement des mobiles. Et autour du téléphone mobile, c'est une véritable économie du high-tech qui s'est développée. Plus ample détail avec Cheikh Omar Bandaogo. Le téléphone mobile ou encore téléphone portable. Il y a de cela 10 ans, il était encore une perle rare à la portée des personnes les plus aisées de notre pays. Aujourd'hui, un véritable commerce s'est développé autour de cet objet devenu le meilleur moyen de communication de notre ère. Un commerce qui ne fait pas forcément la joie de tous. En tout cas, le marché n'est pas bon parce que tout le monde est devenu vendeur de téléphones. Ceux qui venaient acheter nos téléphones viennent le faire maintenant pour aller revendre à leurs camarades. Tout se fait maintenant par affinité. Il est devenu très difficile de voir un client s'arrêter devant ta boutique pour s'offrir un téléphone. Personne ne veut acheter quelque chose chez une personne à qui il n'est pas familier. Le développement de la téléphonie mobile, c'est aussi à travers toute une panoplie de marques de téléphones qui sont importées. Les téléphones par ailleurs répertoriés selon leur qualité. Bon, on a toutes les qualités actuellement sur le marché. Les gens parlent de chinoiserie, les France au revoir, et puis voilà, tout. Maintenant, mais en réalité, il y a des qualités qui sont toujours là et qui sont toujours bonnes à apprendre à utiliser. Voilà, donc nous, si nos clients viennent, on essaie de les proposer les qualités qu'on a et on essaie de vendre les meilleures qualités pour pouvoir garder nos clientèles. Voilà, parce qu'aujourd'hui, même dans les rues, tu vois, les gens se promènent pour vendre des téléphones et c'est n'importe quoi. Tu les payes demain, tu as un problème, c'est sans garantie, donc c'est un peu plus compliqué. Accusation à laquelle ces vendeurs ambulants répondent. On vend des portables très bien, très bonne qualité. Et puis, de deux, nous, on vend des portables moins chers. Par exemple, c'est qualité, mais nous, on vend moins cher. Par exemple, nous, on est arrêté, on ne paye pas impôts, et puis on ne paye pas truc là. Les boutiques, là, on n'a pas de boutiques à payer fin du mois, tout ça là. Donc, pour cela, nous, on peut vendre moins cher par rapport à ceux qui sont dans les boutiques. Et ce commerce ambulant, ils affirment être contraints de le faire. Leur réalité sociale ne leur permet pas de faire autrement. Sinon, c'est manque de moyens seulement que nous aussi on promène pour vendre des trucs. Sinon, nous aussi on préfère rentrer dans une boutique et puis vendre. C'est plus facile. Au vu de la dépendance grandissante des populations vis-à-vis de cet outil, il va sans dire que des commerces naîtront encore et d'autres continueront de se développer. Hors de chez nous au Togo, Pascal Bodjona, ancien porte-parole du gouvernement et ex-ministre de l'administration territoriale, cité dans une affaire d'escroquerie internationale, a été libéré aujourd'hui après 17 mois derrière les barreaux. Notons qu'il était incarcéré dans une prison située à une trentaine de kilomètres de la capitale togolaise. Areva, le groupe nucléaire français accusé par le moteur de recherche Wikileaks de négligence en Centrafrique conteste. Selon Wikileaks, le groupe Areva aurait négligé la santé de ses salariés travaillant sur le gisement d'uranium de Bakouma ainsi que la réhabilitation du site après son retrait de la Centrafrique en 2012, invoquant un climat d'insécurité à la suite de l'attaque de sa mine en juin et la morosité du marché mondial du marché de l'uranium après la catastrophe de Fukushima au Japon. Le pape François, chef de l'Église catholique, et celui de l'Église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, se rencontreront à Cuba le 12 février prochain. Une rencontre historique car les deux églises sont brouillées depuis des siècles et tous les projets de rencontre initiés depuis 20 ans avaient été échoués. Un bilan lourd dans un séisme de magnitude 6,4 en Chine-Taïwan. 13 morts et plus de 300 blessés et plus d'une dizaine de personnes sont toujours dans les décombres. Au moins 800 militaires ont été mobilisés pour aider au secours.
Et c'est avec cette information que prend fin le journal du 20h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis au Congo et partout ailleurs en Afrique grâce au satellite Eutelsat CSA, excellente suite des programmes sur Burkina Info.